Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, intervention du président Bandakani sur Afrique Média TV au sujet du terrorisme. Relations Chine-Égypte et pour finir, actualité en Europe. Commençons tout de suite avec le président Bandakani au sujet du terrorisme. Bien que ces lectures sont mutuellement dépendantes les unes des autres, il y a plusieurs degrés de lecture. Vous savez, il y a le premier degré général, il y a le cadre global du terrorisme. Nous avons suffisamment expliqué ça chez Afrique Média. Il y a les changements géopolitiques à l'échelle du monde, organisés et pilotés par les Américains, qui doivent à tout prix asseoir leur suprématie universelle. Et pour le faire, ayant constaté une évolution des rapports de force qui était préjudiciable à leurs intérêts, en particulier la montée de la Chine et puis le retour en puissance de la Russie, les Américains ont entrepris de changer l'ordre du monde. Ce qu'on appelle le Grand Moyen-Orient, par exemple, avec Bush, avec les guerres en Irak, la guerre préventive, n'est-ce pas? Et ce bouleversement géopolitique opéré par les Américains entraîne aussi d'autres puissances du monde à entrer dans cette course-là pour ne pas être les victimes du projet américain. Ça, c'est le cadre global. Et nous avons appelé ça ici la géopolitique du chaos, qui consiste à généraliser la violence sur la planète pour après venir jouer les gendarmes en fonction des intérêts des États-Unis. Ça, c'est le cadre global. Dans ce cadre-là, vous avez ce qu'on appelle un deuxième niveau, qui fait que cette politique-là peut, à un moment donné, faire qu'il y a des guerres entre les pays occidentaux, ou bien les pays qui sont protagonistes à fond de cette géopolitique, particulièrement on l'a vu en Syrie, ou les groupes terroristes, ou bien les groupes, ce qu'on appelle l'opposition au régime de Bachar al-Assad, qui sont en réalité les groupes terroristes financés par l'Occident. À un moment donné, les clivages au sein des Occidentaux débouchent sur le fait qu'il peut y avoir des frictions entre ces groupes-là et certains de leurs tuteurs. Vous savez que les attentats qu'il y a eu à Paris ont amené la France à revoir sa politique vis-à-vis de ces groupes-là. Et la France a déclaré qu'elle est en guerre contre l'État islamique. En guerre contre l'État islamique. Et elle a entrepris donc des frappes contre cet État-là et tout. Et ces groupes-là peuvent s'organiser pour réagir. Et ils ne vont pas réagir là où on les attend. Ils peuvent frapper. D'ailleurs, ils l'ont dit à l'époque, lorsque Paris a déclaré la guerre à ce groupe-là, ils ont dit carrément qu'ils vont frapper les intérêts français partout. Partout. En termes de riposte. Ils l'ont dit. Donc, à ce niveau-là, l'analyse de Glaser peut être un indicateur, peut nous indiquer une piste pour mieux comprendre les enjeux de cette attaque de grands bassins. Alors, cela étant, nous savons aujourd'hui de façon pertinente que les services secrets sont au courant de certains attentats et qu'ils laissent faire. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire a dit qu'ils étaient au courant de cet attentat. Il a dit qu'ils étaient au courant de l'attentat. C'est surprenant. Est-ce qu'il n'est pas dangereux, justement, ils ne sont pas dangereux de tels propos? Non, c'est pas. Nous, on fait le constat, nous, l'analyse. C'est ce qu'il dit. Il est ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il était au courant. Peut-être où ils ne savent pas. Voilà, il était au courant. Et comment peut-être au courant et on laisse faire? Pour ça que je suis en train de dire que ce n'est pas surprenant. Il y a beaucoup d'attentats aujourd'hui dans le monde. On sait que les services secrets sont au courant. On sait même qu'il y a une implication active de certains services secrets dans les attentats. On sait ça aujourd'hui. Comment pouvez-vous expliquer que la plupart des chefs terroristes, quand vous lisez certains journaux étrangers, occidentaux, on fait carrément leur promotion dans ces journaux-là. On vous dit que c'est un chef terroriste, il dirige le leader de l'État islamique à un moment donné. Sa photo était à la une des journaux français. On faisait carrément sa promotion. Pourquoi? On collait jusqu'aux endroits où il réside. On raconte sa vie, on raconte son parcours. On vous dit que non, par exemple, l'État islamique, voilà la fortune de l'État islamique, voilà son niveau d'armement, voilà comment est-ce qu'il repère. Mais on ne fait rien pour l'arrêter. Comment est-ce que vous expliquez ça? Il devient dangereux le jour où il frappe, là où on n'a pas ordonné qu'il frappe. Comme par exemple, lorsqu'ils ont frappé à Paris. Ils sont venus dangereux. Donc ce sont des indicateurs d'analyse qui doivent nous faire comprendre à bien comprendre dans quoi est-ce qu'on se trouve. C'est pour ça qu'il faut apprendre à la légère l'analyse de mon ami Simon. Dans le contexte ivoirien, ça résonne d'une certaine façon. Lorsqu'on nous dit qu'on était au courant de l'attentat et qu'on a laissé faire. Et deuxième chose, dès que l'attentat a lieu, avant la télévision ivoirienne, c'est les médias français qui annoncent l'attentat. Quelques minutes comme ça. Et moi, ça me rappelle ce qui s'est passé au Cameroun au début de Boko Haram. Le jour où on a enlevé cette fameuse famille
Moulin Fournier. Mais quelques secondes après son enlèvement, RFI nous annonçait déjà qu'ils avaient été enlevés. Je dis quelques secondes. C'est eux qui ont informé le gouverneur de la région du Nord. À l'époque. Donc là, dès que l'attentat a eu lieu, quelques minutes après l'attentat, c'est le média occidental qui nous informait que, voilà... Qu'est-ce qui peut donc expliquer cette réactivité? Ah écoutez, si on est réactif pour avoir l'information, ça peut supposer rapidement qu'on peut aussi... Cette réactivité suppose qu'on soit au courant de certaines choses. Qu'on soit au courant de certaines choses. Donc il y a cet ensemble de choses qui poussent à réfléchir. C'est pour ça que j'ai dit que l'analyse de mon ami Simon, il ne faut pas la prendre à la légère. C'est-à-dire qu'il y a un contexte aujourd'hui géopolitique dans le précaré qui peut, qui a intérêt à ce qu'un tel événement arrive afin que les liens historiques soient consolidés. Vous avez vu la solidarité avec laquelle, la solidarité qui était subitement mobilisée autour de la Côte d'Ivoire, africaine, française. Et vous avez entendu les propos qui ont été dits. On dit que normalement la France tient aux côtés des Africains. Parce qu'on dit, c'est tient aux côtés des Africains. C'est-à-dire qu'on est à nos côtés quand nous sommes frappés par le terrorisme. Mais pourtant, le même pays qui dit qu'il est aux côtés des Africains est un acteur majeur dans les drames les plus graves qui frappent le continent. C'est une contradiction terrible. En même temps, vous êtes le meurtrier, en même temps, vous êtes le consolateur. Ça devient très compliqué. Ça devient extrêmement compliqué. Donc il y a cet ensemble de choses-là qui nous amènent à comprendre que vraiment, il ne faut pas seulement s'en tenir au discours officiel sur le terrorisme, il faut creuser. Et il y a beaucoup d'indicateurs aujourd'hui qui montrent qu'on va parvenir sur le cas libyen. D'accord. Quand on a voulu attaquer la Libye, les chefs d'État africains ont dit à quoi ça allait aboutir. Mais on leur a dit, taisez-vous. C'est même ce qu'on vise. Donc tous ces éléments-là aujourd'hui nous amènent à comprendre que vraiment une fois de plus, il ne faut pas se prêter, il ne faut pas répéter comme le perroquet le discours officiel qui analyse le terrorisme. D'accord. Tout de suite, relation Chine-Égypte. Taïda Investment est la compagnie qui supervise la zone économique et commerciale de Suez en Égypte. De nombreuses entreprises chinoises y sont implantées et fournissent des emplois aux travailleurs locaux. Aujourd'hui, dans notre série spéciale Mon patron chinois, nous partons à la rencontre de la manager Emira qui profite des progrès réalisés par la zone économique. Il est 7h30 du matin, Emira est en route pour la zone économique et commerciale de Suez, mais son travail a déjà commencé. Mustapha n'oublie pas de demander à quelqu'un de venir recevoir la délégation à la sortie de l'autoroute. Emira a déjà donné cette instruction la veille, mais elle tient à s'assurer que tout se passera bien. Emira est la première manager égyptienne chez Taïda Investment. Elle est responsable de faire en sorte que tout se passe pour le mieux dans l'entreprise. Après 8 ans dans la compagnie, elle est passée de réceptionniste à manager. Elle dit avoir beaucoup appris de ses supérieurs. Mon employeur chinois m'a dit de toujours apprendre de nouvelles choses. J'ai obtenu récemment un diplôme en ressources humaines. Je me suis inspirée de lui. Il m'a dit que tant que je travaillerai pour Taïda, je devrais continuer à acquérir de nouveaux talents et de nouveaux savoirs. Elle a aussi appris à penser à la manière chinoise, après des années de travail auprès de ses collègues. Quand je suis venue ici, je ne comprenais pas pourquoi les Chinois faisaient ce qu'ils faisaient. Par exemple, ils me demandaient de faire des plans. Alors on disait, ok, il faut faire un plan. Mais que voulait-il dire par là? Un plan, nous ne savions pas ce que ça voulait dire. Maintenant, j'ai compris l'importance d'élaborer et de mettre à exécution un plan. Et j'ai pris l'habitude de m'en tenir à des plans, que ce soit dans mon travail ou dans ma vie privée. Mon patron et mes collègues chinois m'ont beaucoup appris. Par exemple, l'efficacité dans la gestion et l'approche d'une résolution des problèmes par l'objectif. La zone économique et commerciale de Suez est l'un des nombreux projets d'investissement chinois à l'étranger. La Chine a commencé 69 projets de coopération du genre dans 33 pays, produisant un total de 40 milliards de dollars avec 149 000 emplois créés. Les analystes disent que les zones de coopération sont un nouveau modèle pour l'expansion des entreprises chinoises à l'étranger. Les analystes disent aussi que ce modèle pourrait constituer une approche intéressante pour la mise en œuvre de l'initiative chinoise Une ceinture, une route. Et pour finir, actualité en Europe, Euro-Panama.
L'Union européenne complice d'évasion fiscale. En toute légalité, Bruxelles permet à de grands groupes d'éviter l'impôt dans les pays où ils font des bénéfices. Alors que l'affaire Panama Papers a suscité un grand émoi dans la classe politique, retour sur une évasion fiscale qu'on vous cache, Achille Wagner. Le scandale Panama Papers a choqué le monde entier et en particulier les dirigeants bruxellois. Mais alors que les dirigeants de l'Union européenne sonnent le tocsin contre le Panama, ils oublient que des pays comme le Luxembourg et l'Irlande proposent le même type de service. Pour Damien Lempereur, avocat et membre du bureau politique de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, derrière le principe de libre concurrence, l'Union européenne encourage l'évasion fiscale sur son propre territoire. Derrière le principe de libre concurrence, de concurrence libre et non faussée, l'Union européenne incite, elle encourage les puissances financières à s'installer, à choisir, et elle leur donne le droit de choisir les États au sein de l'Union dans lequel la fiscalité va être la plus attrayante. Et quand on sait que vous avez des États, on cite souvent le Luxembourg, mais on oublie de citer l'Irlande, qui présente aussi un système fiscal très très favorable, on va dire, à certains grands groupes internationaux, on comprend que l'Union européenne a mis en place une sorte de fiscalité détachée. Vous savez, on a les travailleurs détachés, c'est-à-dire le principe que quel que soit le pays de l'Union européenne dans lequel vont être employés les travailleurs, ils vont payer les charges et les cotisations sociales dans leur pays d'origine. Et bien là, c'est pareil. On autorise un opérateur à s'installer où il veut dans l'Union européenne. Il payera ses impôts dans cet État, même s'il n'y a pas d'impôt, ou presque pas d'impôt, et pourra éventuellement échapper à l'impôt du pays où il a, par exemple, sa réelle activité. Cette optimisation fiscale avec la bénédiction des États et de la Commission est simple. Une entreprise comme McDonald's, par exemple, fait apparaître ses charges dans un État à fiscalité lourde comme la France et concentre ses bénéfices dans un pays à fiscalité réduite comme le Luxembourg. C'est donc le même principe que l'évasion fiscale, mais à l'échelle des grandes entreprises et au profit de quelques États. Vous avez des États, parce que leur structure économique, leur épaisseur leur permet pas d'être en compétition avec les pays historiquement forts comme la France, l'Allemagne par exemple, ont choisi la fiscalité pour se différencier et pour arriver à amener des flux de capitaux chez eux. L'Union européenne a donc autorisé des entreprises à payer leurs impôts dans le pays de leur choix plutôt que dans le pays où les bénéfices ont été réalisés. In fine, ce sont les nombreuses TPE-PME qui supportent seuls le poids de l'impôt et contribuent au développement du pays. Quand vous regardez les taux d'imposition des PME-TPE, vous avez un taux d'impôt sur les sociétés qui avoisine les 30% en moyenne, un peu plus souvent. Et quand on regarde, c'est vrai, les sociétés par exemple du CAC 40, mais de manière générale, les sociétés internationales qui ont beaucoup d'établissements en France, pour prendre l'exemple français, on voit que le taux d'imposition est beaucoup moins important, très souvent inférieur à 10%. Donc effectivement, ce sont les PME, les TPE qui supportent proportionnellement la plus grande partie des charges et des contributions, sans parler des cotisations sociales et de tout ce qui vient peser sur l'activité en France. Donc c'est encore une fois assez pervers. Et par ailleurs, ceux qui vont pouvoir profiter du système de l'Union européenne, qui vont pouvoir échapper en toute légalité, rappelons-le, parce que ce sont les règles communautaires de l'Union européenne, ceux qui vont pouvoir échapper à une partie de l'impôt en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en s'organisant, en profitant des pays membres qui proposent des fiscalités plus attrayantes, ce sont des grands groupes, ce sont des groupes internationaux. C'est pas la TPE qui a 10, 15 salariés qui va pouvoir s'organiser fiscalement pour optimiser son impôt. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.